Bienvenue à toi, je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, le monde de l'horreur? Alors, tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi juste pour toi. Si à la fin de cette histoire, tu as aimé mon travail, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Je te laisse à présent prendre un plaid, un cookie, pour découvrir une toute nouvelle histoire maléfique. Leila était une jeune femme de 24 ans. Danseuse étoile à l'opéra, elle était d'une discipline sans faille. Même dans sa vie quotidienne, qu'elle rythmait au son de la musique classique. Des envolées, des pointes et des portées, elle coulait une vie douce comme elle l'avait toujours rêvé. Elle a su très tôt qu'elle donnerait sa vie pour la danse, le jour de ses 4 ans, lorsqu'elle a enfilé ses premiers chaussons que son père lui avait offerts. 20 ans plus tard, elle était propulsée comme étoile montante de sa troupe. Elle passait de nombreuses heures sur scène à s'entraîner et lorsqu'elle quittait l'opéra, alors que certaines de ses collègues partaient se changer les idées dans certains endroits à la mode, Leila, elle, s'adonnait à sa seconde passion, les salles de vente. Elle était tombée amoureuse la première fois de cette ambiance presque solennelle. Elle était entrée un jour par hasard, alors que la tempête soufflait et qu'elle cherchait seulement un lieu où s'abriter. Elle fut saisie du silence qui régnait alors, et des petits signes que lançaient délicatement les futurs acheteurs. Quelques raclements de gorge, parfois un reniflement. Mais le silence reprenait toujours le dessus. Et elle, qui avait évolué au son de la musique, avait été prise d'affection pour ce moment comme hors du temps. Elle s'était installée sur une chaise, sans un bruit, et quelques minutes après, il était apparu. Un tableau immense, représentant une ballerine dansante face à la mort qui semblait la surveiller. La peinture ne sembla pas faire l'unanimité au sein des acquéreurs, mais pour Leila, c'était alors comme un miroir de son esprit qui prenait vie devant elle. Danser jusqu'à la mort, jusqu'à en mourir, jusqu'à défier la faucheuse pour mourir de son art. Elle leva la main et repartit quelques heures plus tard avec l'immense toile qu'elle installa rapidement dans son salon. C'est à partir de cet instant qu'elle se mit à traquer les ventes d'art et en faire son péché mignon. Un mercredi, alors qu'elle venait de terminer sa séance d'entraînement, elle sortit en sautillant de l'opéra. Elle avait le cœur en joie, car elle avait vu dans la presse qu'une grande vente s'ouvrait ce soir-là. Une collection complète d'œuvres d'art hétéroclites ayant appartenu à un pianiste méconnu du grand public. Elle arriva dans la salle juste avant la fermeture des portes et s'installa en face du commissaire-priseur. Plus d'une heure défila, mais Leila ne leva pas la main. Finalement, la vente était d'une banalité. Pas de coup de cœur ou d'œuvre vraiment spéciale. Elle commençait à se faire une raison. Elle venait probablement de perdre son temps si précieux. Mais c'est alors que s'éleva une musique étrange qui lui étreint le cœur. Une musique empreinte de douceur et d'amertume. Un mélange de peur, de nostalgie et d'envie irrépressible s'empara d'elle. Comme muée d'un besoin viscéral, elle se leva totalement de sa chaise,
pour acheter la boîte à musique qui venait d'être installée en face d'elle. Sans aucune surprise, elle batailla avec férocité pour remporter l'enchère, et lorsqu'elle franchit la porte de son appartement, la petite boîte en bois entre les bras, elle semblait être sur un nuage. Les soirs suivants, elle ne manquait pas d'ouvrir la précieuse boîte avant de s'endormir, se laissant bercer par la petite ballerine de porcelaine qui tournait lentement au rythme de la musique. 2 semaines passèrent et Leila ne se lassa pas de son acquisition. Bien au contraire, elle en avait parlé à toutes les danseuses de sa compagnie. Elle leur promit de l'emmener, bien qu'au fond d'elle, elle s'y refusait, de peur de briser la boîte. Un soir qu'elle quittait l'opéra après une répétition plus difficile qu'à l'habitude, elle passa devant la salle de vente sans même y jeter un coup d'œil. Elle était obnubilée par la boîte à musique, et depuis elle n'avait plus fait aucune dépense aux enchères. Le son semblait envahir son esprit. Tout son être semblait vibrer au son du piano et de la petite figurine de la boîte. Leila ne prit pas garde des hommes qui la suivaient. 3 hommes, grands et minces, capuche sur la tête, tout habillés de noir pour mieux se fondre dans l'obscurité de la nuit. Elle ouvre la porte, traverse le hall de son immeuble et monte 4 à 4 les escaliers jusqu'au 3e étage. À cet instant, elle ne rêve que d'une chose, ouvrir la belle boîte à musique et se plonger dans un bain bien chaud. Alors que la jeune femme s'apprête à refermer sa porte, les 3 hommes la repoussent avec force. L'un d'eux se jette sur Leila et lui barre le visage avec un épais scotch noir. Elle n'a pas le temps de comprendre ou d'agir. Les hommes, tels des ogres, lui foncent dessus, la menacent et la frappent. Elle les implore de prendre tout ce qu'ils veulent, l'argent, les bijoux, les tableaux, tout, du moment qu'elle reste en vie. 2 d'entre eux farfouillent à la recherche d'objets à receller. Mais Leila, jusque-là calme, perd son sang-froid lorsqu'elle voit l'un de ses agresseurs prendre la boîte à musique. Elle se met à frapper et à cracher au visage de celui qui la retient, donnant un coup de tête à l'un des voleurs qui, sous la surprise, fait tomber la précieuse boîte. La petite ballerine de porcelaine se brise alors que la boîte touche le sol. C'en est trop pour Leila, qui décide de se défendre, mais que peut-elle réellement faire face à 3 assaillants qui se révèlent être finalement des monstres assoiffés de sang? Ils vont la maltraiter jusqu'au petit matin, repartant du lieu de leur crime sans être inquiétés le moins du monde. Leila gît dans une mare de sang, le visage décomposé par les coups, le corps complètement disloqué. Seul un œil encore ouvert d'où coule une larme démontre que la jeune étoile n'a pas joué sa dernière danse face à la mort. Elle tend douloureusement la main vers la boîte à musique, mais finit par s'évanouir sous l'effort de ce geste. Leila est dans un lit froid, au milieu d'une chambre aseptisée. Son père s'effondre en larmes au-dessus du lit, car un médecin lui a annoncé que sa fille était entre la vie et la mort. Le respirateur, à ses côtés, l'aide à lutter, mais la jeune danseuse est déjà loin de ce monde de fous. Loin parmi les étoiles, elle danse ailleurs, entre 2 mondes. La nuit tombe et l'un de ses agresseurs sort du drugstore, une bouteille à la main. Il a encore mal au poing gauche d'avoir tant frappé cette satanée bonne femme. Il sourit, car il a ramassé quand même un joli pactole en revendant les perles nacrées et la montre. Mais il repense encore à la boîte à musique. Si seulement la femme ne l'avait pas frappé, il est sûr qu'il aurait décroché de quoi partir d'ici et de sa vie de misère. Il repense avec amertume à l'argent qu'il a raté,
quand tout à coup, un souffle dans sa nuque l'arrête. Il se retourne, mais n'a pas le temps de lâcher le moindre bruit. Devant lui, se tient une jeune femme à la peau de lait, des grands yeux noirs aux longs cils, une tenue blanche de danseuse d'opéra. D'un geste précis, elle attrape un pic de son chignon tiré à 4 épingles et le plante dans l'œil de l'homme. Il tente de se débattre, mais la jeune fille est puissante, bien plus qu'elle n'y paraît à première vue. Elle attend que le corps gélatineux s'écoule de l'orbite vide avant de le laisser sur place. Elle parcourt la ville, sous la pluie. Cependant, les gouttes n'ont pas l'air de la toucher. Elle irradie presque les rues les plus sombres par sa seule présence. Au loin, elle observe le deuxième agresseur qui sort de chez lui, une cigarette aux lèvres. Celui-là, il a laissé des brûlures partout sur le corps de Leila. Il s'est surtout acharné sur la poitrine de la jeune femme. Elle s'approche, sans un bruit, sur la pointe des pieds, et jette son ruban de soie vers l'homme qui lui tourne le dos. L'homme, surpris, tente de se dégager, mais le ruban se resserre à chacun de ses gestes. Son regard paniqué cherche d'où vient l'ennemi, et ses yeux s'écarquillent lorsqu'il voit sortir de l'ombre une jeune ballerine au teint de porcelaine. La bouche de l'homme prend une teinte de bleu, profond. Ses yeux se pâment de rouge, des pétéchis apparaissent dans le blanc de son regard, et ses joues tournent au mauve. La dernière image qu'il aura de sa vie de galère, c'est le regard noir d'une jeune femme trop blanche pour être vivante. Elle s'évanouit dans la nuit, comme elle est arrivée. Mais sa mission n'est pas terminée. L'aube sera là dans quelques heures et il lui faut se dépêcher. Elle progresse à l'instinct. Elle connaît leur visage, elle sait qui est le dernier. Il est là, derrière un camion sur un quai de déchargement. L'homme sut de transporter des caisses de bois, mais malgré la douleur de son dos, il sourit. Elle l'observe un moment, juste le temps qu'il s'éloigne de ses collègues de travail et se cache au fond de la ruelle à côté de la porte de l'entreprise. Il sort enfin, éreinté de sa nuit. Il repense encore à la femme qu'il a agressée avec ses amis. Il en aurait bien fait son 4 heures, comme il aime à le dire, totalement son style, cette nana-là. Il sourit de plus belle quand il repense à la peur qu'il y avait dans ses yeux, alors qu'il parcourait son corps de ses propres mains. Ah, si seulement elle s'était laissée faire, cette garce. Son regard glisse sur son bras droit. Cette pétasse l'a griffé, laissant une cicatrice bien visible sur le maman tatoué en noir. Il se met à rire sans soupçonner que derrière lui se dresse la mort. Une main froide se pose délicatement sur son épaule et il sursaute. Il se retrouve face à une ballerine, blanche comme la lune, au regard noir. Il lui sourit et lui demande d'un air goguenard si elle s'est perdue. Il n'a pas peur. Jamais il ne tremblerait devant une femme. Il n'a jamais tremblé devant sa mère, ni devant son épouse. Au contraire, il a la main leste et il sait jouer des points pour rappeler qui est le chef dans sa baraque. La petite ballerine s'approche de lui, un sourire étrange sur le visage, puis d'un geste vif, elle récupère 2 plumes de son tutu et les plante droit dans le pantalon de l'homme. Il hurle. Elle enlève un chausson de danse qu'elle enfourne profondément dans la bouche ouverte par un cri, puis se penche un peu plus vers le visage de l'homme tombé à genoux. « Tu es le pire », souffle-t-elle. Le regard de l'homme s'emplit de larmes. Il vient de prendre conscience qu'il va mourir par les mains d'une foutue bonne femme. « Voilà ce que tu mérites. » Elle retire alors les plumes et des taches de sang se répandent sur le pantalon, laissant des traces rouges vives sur chaque jambe. Puis, non contente du résultat, elle laisse parler sa colère et frappe à de nombreuses reprises le bas-ventre de l'agresseur. Quand l'homme expire son dernier souffle, elle s'arrête et s'éloigne simplement,
semblant s'évanouir dans les premiers rayons du soleil. Elle est de nouveau calme et elle attend. Leïla n'a toujours pas repris connaissance et les machines commencent à montrer des signes de grande souffrance. Elle s'approche de la jeune femme allongée et lui touche la main, presque aussi froide que la sienne, presque aussi blanche que son propre corps. « Je me suis occupée de tout. Tu peux partir tranquillement. » C'est à ce moment précis que la jeune ballerine, tout de blanc vêtue, tomba au sol face au lit de Leïla. Le père de Leïla a pleuré toutes les larmes de son corps lorsqu'il aperçut un reflet blanc au pied du lit. Il se pencha pour récupérer l'objet et il découvrit, surpris, une petite tête ayant appartenu il y a peu de temps encore à une ballerine de porcelaine qui virevoltait dans une boîte à musique. Un objet qui avait eu une place de choix dans le cœur de sa fille.